Bah, c'est plutôt moi qui vous remercie. C'est assez flatteur, effectivement, d'être invité ici pour inaugurer donc, ce séminaire sur le suicide de la personne âgée. Puis ça fait un grand plaisir de voir que le suicide, effectivement, est vraiment mis en exergue avec toute une thématique sur tout le long du séminaire, alors que d'habitude, c'est le petit truc qui arrive en fin de PowerPoint quand on parle de dépression. Alors que quand on travaille en psychiatrie, a fortiori la psychiatrie de la personne âgée, le suicide, c'est quand même la problématique majeure, c'est la mortalité de nos patients, c'est ce qu'on essaye d'éviter. Moi, j'ai eu la chance dans mon parcours Alors actuellement, je suis dans un hôpital universitaire parisien, j'essaye de m'y retrouver, mais à la base, j'ai quand même travaillé dans le Grand Ouest, en Normandie et en Bretagne pendant 30 ans, faire du secteur. Voilà, donc, quand on travaille dans le Grand Ouest, le suicide, c'est quand même quelque chose qui est prégnant, qui est présent tout le temps, qui fait partie même, j'allais dire, parfois de la culture ou de l'histoire des familles qu'on rencontre. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel on est sensibilisé. Et le suicide de la personne âgée, bah, tu l'as dit, mais c'est vraiment quelque chose qui, effectivement, a un impact actuellement politique, sociétal. C'est aussi, bien sûr, quelque chose qui a un impact au plan médical. Et puis, surtout, c'est quelque chose qui a un impact sur tout l'environnement, toutes les familles. Une personne qui se suicide, c'est un drame personnel, mais c'est un drame familial, c'est un drame pour les générations qui suivent. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que faire de la prévention du suicide du sujet âgé, c'est aussi faire de la prévention du suicide des jeunes. Voilà. Et à l'inverse, on sait que traiter les dépressions chez les jeunes, c'est une prévention de la dépression chez la personne âgée. Donc, autant on a la chance d'avoir une discipline, la psychiatrie de la personne âgée ou la gérontopsychiatrie, voire la psychogériatrie, qui aujourd'hui se développe, qui a une reconnaissance officielle, autant c'est pas une discipline qui doit s'isoler, on peut travailler de façon cohérente que si on s'intéresse aussi, bien sûr, aux autres tranches d'âge. Alors, j'ai coutume de dire que la psychiatrie, c'est de la médecine avec quelque chose en plus. La gérontopsychiatrie, c'est de la psychiatrie aussi avec quelque chose en plus. On a cette chance extraordinaire de pouvoir faire vraiment une psychiatrie intégrative, une psychiatrie interactive, comme dit Henriet, avec effectivement l'abord cognitif, l'abord somatique, l'abord psychique, l'affectif, etc. C'est vraiment, on est obligé de s'intéresser à tout. Si on a une culture un peu mixte, surtout pour ceux qui ont un certain âge, on sait qu'on ne peut pas se contenter d'avoir une vision neuroscience de la personne âgée pour comprendre ce qu'elle a et pour la traiter. On est obligé effectivement d'avoir un regard psychopathologique, on est obligé d'avoir parallèlement un regard médical assez strict. Et la personne âgée est vraiment celle pour laquelle compétences multiples et un travail en équipe est quelque chose de vital. Alors, la prise en charge du suicide et puis de la dépression, parce que bon, vous le savez tous, et puis on va le redire, mais s'intéresser au suicide, c'est bien évidemment s'intéresser aux troubles de l'humeur, essentiellement chez la personne âgée. On sait que les chiffres de dépression, enfin les gens qui font un suicide abouti, les taux de dépression sont plus importants encore que chez les sujets plus jeunes. Donc, on ne peut pas ne pas s'intéresser aux deux. Pour vous citer un exemple, pendant le Covid, la première phase du Covid, le tout début, mars 2020, et puis les mois qui ont suivi, on sait qu'il y a eu une stabilisation, voire une baisse des suicides en France. Ce qui est assez cohérent, il y avait un cadrage important, les gens évitaient de sortir se stresser dehors, ils restaient bloqués sur pyjama, Netflix et ordinateur. La seule tranche d'âge, la seule population qui a vu son taux de suicide augmenter, ce sont les personnes âgées. Ils ont eu la double peine, ils avaient déjà les critères de risque, de souffrance psychique liées aux problématiques du vieillissement, dont on va reparler un petit peu, et en même temps, ils se sont retrouvés avec un isolement, une solitude encore plus marquée, une difficulté d'accès aux soins. Et donc, la fragilité de cette population a vraiment pu être mise en exergue à ce moment-là. Le suicide de la personne âgée, c'est un tiers des suicides. Les plus de 65 ans, c'était, je ne suis pas un fan des chiffres, mais c'était 2700 suicides, je crois, en 2017, pour un total en France d'un peu moins de 9000 officiels, parce que vous savez qu'il y a un nombre non négligeable de suicides qui ne sont pas comptabilisés comme tels. C'est énorme. C'est bien sûr noyé dans la masse, on en reparlera après, mais c'est quelque chose d'énorme. Et donc, le suicide de la personne âgée, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Voilà. La moyenne en France, c'est 14 pour 100 000 au niveau des suicides, toute population confondue. Ça représente à peu près 2% de la mortalité globale. Les personnes âgées, en moyenne, c'est 33 pour 100 000. Et si vous êtes un homme et si vous vieillissez beaucoup, ce qu'on vous souhaite tous,
en bon état tant qu'à faire, on peut atteindre des taux de 100 pour 100 000. Vous avez un homme de 90 ans sur 1000 qui se suicide. C'est pas anodin, avec un impact, que je vous disais tout à l'heure, sur l'entourage, sur la descendance, sur les générations à côté, et puis sur l'environnement immédiat. Moi qui ai la chance de vivre, pour l'instant je campe à Paris, mais de vivre en Bretagne. Quand vous habitez dans un village en Bretagne, il y a la maison du pendu, il y a le boulanger qui s'est mis dans le puits, il y a le boucher qui s'est pendu, etc. C'est-à-dire, il y a une atmosphère du suicide qui imprègne un petit peu la culture, et même si tout le monde sait que le suicide n'est pas héréditaire, quand vous avez culturellement cette notion du suicide qui est présente, dès que vous allez mal, dès que vous êtes en état de souffrance psychique, cette idée de suicide apparaît plus facilement. Et le souci qu'on a avec les personnes âgées, c'est que ce sont des gens chez qui le suicide est violent. Autant chez les sujets jeunes, on sait que la prise des médicaments, par exemple, est assez fréquente dans le processus suicidaire. Chez les gens âgés, c'est la pendaison, c'est l'arme à feu, c'est la rivière ou la mare, c'est le train. Voilà, il va y avoir un processus violent qui laisse peu de chance au fait de récupérer et de s'en sortir. C'est violent aussi parce que les ratios suicidaires chez les gens âgés sont extrêmement faibles. Autant chez le sujet jeune, je crois que c'est 1 pour 20 ou 1 pour 10, je ne me rappelle jamais. Autant on sait que chez l'homme âgé, vous avez un suicide abouti pour 1,2 tentatives de suicide. C'est-à-dire, en fait, ils ne font pas de tentative de suicide, ils meurent d'emblée. C'est un peu moins chez les femmes, c'est 1 sur 3, je crois. Mais voilà, ça veut dire que par définition, la tentative de suicide, l'idée suicidaire chez quelqu'un d'âgé est quelque chose de grave et quelque chose qui risque d'aboutir avec peu de chances de rater. C'est ça le problème. C'est hélas efficace. Après, c'est pas toujours facile à repérer à l'avance parce que autant on sait que le principal facteur de risque suicidaire, c'est la tentative de suicide. Je me suicide, mais dans mes antécédents, j'ai des tentatives de suicide et j'ai des antécédents de tentatives de suicide ou de suicide dans ma famille. Chez la personne âgée, vous n'avez pas forcément cette histoire personnelle ou cette histoire familiale. 75% des suicides de la personne âgée sont inauguraux. Alors, inauguraux en tant que suicide, bien évidemment, mais je veux dire, il n'y a pas eu de tentative de suicide avant. On voit pas le coup arriver. Alors, c'est vrai, quand on travaille avec des gens âgés, on sait par expérience, on le dit souvent aussi, nous, on ne débute pas un trouble mental à 80 ans. Quelqu'un qui souffre, qui développe une dépression, un trouble psychique, quel qu'il soit, quand il est âgé, si on reprend un petit peu son histoire, et c'est la chance qu'on a, nous, psychiatres de la personne âgée, c'est qu'on a accès à l'histoire du sujet. J'ai un grand respect pour les psychiatres qui s'occupent de gens de 25 ans, qui rament avec des pathologies dont ils n'ont aucune idée de ce que ça va devenir et de quelle sera l'évolution. Nous, de ce côté-là, c'est comme au cinéma. On a le film qui se déroule. Si on arrive à trouver des témoins vivants, on arrive à voir l'historique et on se rend compte, et ça, on a un petit biais de recrutement, bien évidemment, dans nos services, mais on se rend compte que quelqu'un qui va faire une dépression à 70 ans, c'est quelqu'un qui court plus vite que sa dépression depuis sa jeunesse. Voilà, simplement la vie familiale, la vie sociale, la vie professionnelle, on canalisait l'activité, voire ça a été profitable. Quand on court vite, on finit professeur des universités ou je ne sais pas quoi. Les gens qui marchent doucement, on pense au genre de carrière. Ouais. Et dès que vous arrivez en retraite, dès que vous arrivez effectivement à un âge plus avancé, le risque que votre dépression vous rattrape parce qu'il y a une baisse de rythme est bien évidemment importante. Alors, je vais faire un focus essentiellement sur ce qu'est dépression, parce que c'est un peu le sujet, puis parce que quand on fait de la psychiatrie de la personne âgée, les troubles et les pathologies pour lesquels on amène une plus-value à nos collègues gériatres et à nos collègues psychiatres adultes, qu'on est aussi d'ailleurs, c'est simplement que c'est vraiment la pathologie pour laquelle on amène quelque chose de supplémentaire. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a une espèce de fatalisme, vous connaissez tous l'adage, ah non, c'est pas psychiatrique, c'est gériatrique, ah non, c'est pas gériatrique, c'est psychiatrique. Bon, si on a une petite ouverture d'esprit, c'est les deux. Après, c'est quel est celui qui va se faire avoir en premier pour prendre en charge le patient. Mais dans l'esprit, voilà, il y a quand même un mélange subtil. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était quoi la phrase d'avant? Les pathologies pour lesquelles on apporte une plus-value. Merci. Il y en a un qui suit. Je suis très déçu par votre attitude. Non, sérieusement, je m'attendais à plus sérieux de votre part. Surtout que c'est commencé depuis 10 minutes, autant dans 1 heure. Je peux comprendre qu'il y a un épuisement qui se fasse, mais voilà. C'est le problème du vendredi matin.
Oui, J'en sens épuisé. puis j'en suis au 17e café, donc ça maintient un certain tonus. Donc, du coup, tu me disais, c'était quoi? Les pathologies sur lesquelles on apporte une plus-value. Voilà, une plus-value. Voilà. Ça, c'est quelque chose sur lequel, enfin, moi, je trouve que c'est là qu'il faut qu'on insiste. Autant pour la prise en charge de certaines pathologies, notamment psychose vieillie, par exemple, je pense qu'on n'a rien à envier au secteur, on n'a rien à rajouter dans une prise en charge qui est dans une continuité avec une prise en charge par une équipe, un transfert collectif, etc. Autant pour les pathologies neurodégénératives, les gériatres ont des compétences absolument indéniables qu'on n'a pas forcément d'ailleurs. Hein. À part leur donner des conseils sur les dosages d'antipsychotiques, on n'a pas franchement un plus global, enfin à mon avis, même si j'ai longtemps suivi des patients comme ça. Par contre, pour ce qui est des troubles de l'humeur, là où il va y avoir un laisser-aller, là où il va y avoir un lâcher-prise de la part des gériatres, hein, je me rappellerai toujours de ce collègue dans un hôpital précédent m'expliquant « Ah ben là, le monsieur, j'aimerais bien que tu le vois, il est dépressif. Oh non, finalement, c'est pas la peine, il est en fin de vie. » Et puis, connaissant le partenaire, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu appelles en fin de vie? Il y a des métastases, un cœur en cigarette, ou un papier de cigarette, ou je sais pas quoi. » Et non, il a 93 ans. Voilà, c'est-à-dire même un gériatre travaillant en milieu hospitalier considérait que quelqu'un de dépressif et suicidaire, parce qu'il avait 93 ans, n'était pas accessible aux soins. Quelque chose de relativement dangereux. Et moi, je me rends compte dans notre service, alors, vous disais tout à l'heure, on a un biais de recrutement, on récupère en fait des patients, la dernière patiente en date qu'on a eue était promise à un service de soins palliatifs. J'ai rien contre les services de soins palliatifs, au contraire, dans le contexte actuel, il vaut mieux sérieusement les développer avant d'arriver à la catastrophe, mais la dépression n'est pas une maladie mortelle systématiquement. Ça se soigne, ça se guérit. On peut avoir 97 ans, être veuf, moche, en USLD, paraplégique, et malgré tout avoir le goût de vivre. C'est plus difficile. Mais voilà, il n'y a pas forcément, il n'y a pas ce fatalisme de la dépression parce que je suis vieux et moche. Moche, c'est très subjectif. Mais voilà. Donc, on amène quelque chose vraiment en tant que psychiatre de la personne âgée aux prises en charge de ces patients parce qu'on va, nous, effectivement, se rappeler que pour le coup, on n'est pas dans le palliatif et que traiter les dépressions, prévenir le suicide, repérer les idées suicidaires, ça fait vraiment partie de notre travail et c'est quelque chose qu'il faut d'abord qu'on apprenne aux jeunes hein, et puis qu'on continue à garder en tête. Alors, la personne âgée qui se suicide, c'est aussi quelqu'un qui se suicide à domicile. Hein, c'est-à-dire que autant il n'y a que 20% des personnes âgées, plus de 70 ou 75, je ne me rappelle jamais, qui meurent à domicile de pathologie X ou Y. On a toujours tendance à mourir à l'hôpital ou dans la rue sur le chemin. En sortant des urgences trop vite, vous n'avez pas le temps d'arriver chez vous. Et autant 70% des décès par suicide chez les gens âgés se font au domicile. Hein, un peu plus si on considère l'EHPAD comme un domicile. Finalement, très peu à l'hôpital, très peu en ville ou à l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui se passe à la maison. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème du suicide de la personne âgée, outre le fait que c'est efficace, violent, fréquent, il y a un impact sur les générations suivantes qui est vraiment quelque chose de vital. Et je me rappellerai toujours d'une conversation assez mouvementée à Brest. On travaillait en prévention suicide là-bas, on organisait les plannings de formation et on répartissait les budgets, grand moment. Et où effectivement un collègue spécialisé dans la prévention du suicide de l'adolescent, j'aime bien les super spécialités comme ça, m'expliquait, tu nous gonfles avec tes personnes âgées, les ados, le suicide c'est dramatique, on a besoin de s'occuper d'eux, en gros il faut qu'on ait le budget et toi vas mourir. Et on lui a rappelé gentiment que prévenir le suicide d'une personne âgée, outre le fait que ça se fait, pas censé les regarder se flinguer, c'est aussi faire de la prévention du suicide du jeune, ce que je vous le disais tout à l'heure. Alors, là, je vais vous aborder le truc un peu bateau, qu'implicitement, vous savez tous, hein, mais on va le réexpliciter pour que ce soit bien clair, des spécificités des facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque de suicide chez la personne âgée, c'est bien évidemment les troubles mentaux, c'est bien évidemment la dépression, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, de façon plus spécifique. Et puis, c'est la problématique du vieillissement, qui va bien sûr nourrir la dépression, mais qui va aussi nourrir le mal-être, la fragilité,
Une personne âgée qui vieillit, c'est une personne âgée qui se fragilise narcissiquement, qui, si elle n'a pas effectivement des capacités adaptatives, n'a pas cette possibilité de dire, bon, faut se faire une raison, à 80 ans, mes capacités de séduction et de sportif de haut niveau sont légèrement plus fragiles que quand j'étais plus jeune. Si on n'a pas cette capacité de s'adapter, donc de bien vieillir, un vieillissement réussi, c'est un vieillissement de quelqu'un qui s'adapte, qui va changer ses sources narcissiques, ou qui, en tout cas, aura la capacité de faire un bilan positif de ce qu'il nourrissait narcissiquement quand il était jeune. Vous vous rendez compte, docteur, j'ai 90 ans, mais je sautais 6,20 m à la perche. Voilà. Bon, aujourd'hui, non. Mais je vis narcissiquement bien mon existence parce que j'ai vécu ça. Et tous ceux qui font de la psychothérapie avec des gens âgés savent qu'effectivement, les dynamiques de projet sont un peu casse-gueule au-dessus de 90 ans. Par contre, travailler sur l'image de soi, travailler sur le bilan de l'existence qu'on a fait. Et puis, en plus, pour nous, c'est quelque chose de captivant. Discuter avec un type qui était garagiste pendant la guerre, ou discuter avec une vieille sage-femme qui vous explique comment ça marchait dans les campagnes, c'est quelque chose qui nourrit de façon extraordinaire. En ce moment, moi, je prends des cours d'histoire extraordinaires. On a suivi pendant longtemps des gens qui avaient vécu la Shoah. Aujourd'hui, on voit énormément en consultation d'anciens enfants cachés. C'est un peu la population aujourd'hui qui se révèle, etc. On fait un métier extraordinaire, on a accès à quelque chose. Et aider les patients, effectivement, à faire un bilan positif de leur existence reste aussi la base de notre travail. Et montre aussi qu'il n'y a pas de fatalité. On peut vieillir, on peut se retrouver effectivement dans des situations difficiles en termes d'autonomie, on peut ne plus faire ce qu'on faisait avant, mais la vie psychique est toujours là, et même quand on travaille avec des gens qui ont les troubles neurocognitifs, on sait que tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est affectif, c'est quelque chose qui reste, et que c'est là-dessus qu'il faut qu'on vive, c'est là-dessus qu'il faut qu'on les aide à exister. Alors, narcissiquement, ça évolue, on s'adapte, si on a une personnalité pas trop rigide, on arrive à évoluer. Pareil, la deuxième chose importante psychiquement, c'est le lien. Il est bien évident que plus ça va, moins il y aura de gens à avoir connu Napoléon, comme disait Alphonse Allais. Plus vous vieillissez, plus les problématiques d'isolement au sens social du terme, la réalité du fait qu'autour de vous, il y a moins de monde, se fait. Il y a aussi le sentiment de solitude, ce sentiment subjectif qui fait que vous avez l'impression d'être isolé par rapport à un entourage qui peut être présent malgré tout. Ce sont des problématiques qui s'installent. Plus vous vieillissez, plus il y a des deuils, moins il y a de réinvestissement possible sur de nouvelles activités, de nouveaux challenges. Donc, soit vous arrivez à maintenir un certain équilibre, et puis effectivement, vous vous en sortez, soit vous vous mettez dans une position de fragilité aussi de ce côté-là, ce qui va favoriser une position dépressive derrière. Donc, le maintien de l'image de soi, le maintien d'une capacité à établir une vie sociale sera aussi déterminant par rapport à la problématique de souffrance psychique, la problématique dépressive et le risque suicidaire inhérent à ça. Alors, donc, cette problématique du vieillissement, qui, si on l'a réussi quelque part, ce qui est le cas de 80% des gens, je rappelle qu'on a aussi un biais de recrutement de ce côté-là, chaque fois qu'on voit une personne âgée, c'est qu'elle n'est pas fringante. À la boulangerie, l'autre jour, j'ai vu une vieille dame qui avait l'air en forme, ça m'a surpris. Ouais, on finit par plus se rendre compte. C'est comme un pédiatre, il voit un gamin, il a envie de le sculpter. Il faut se calmer. Quand même, bon, moi, j'ai plus ma grand-mère, mais je l'aurais, je l'observerais de façon bizarre. Donc, qu'est-ce que je disais encore? C'est pas possible, il est passé où? J'ai vu ce que je voulais dire. Bon. Pardon? J'ai pas entendu, je sais pas. Il est parti me chercher du café. Oui, c'est bon, il va falloir. J'ai trop abusé du Xanax. Et je pense que le mélange avec la blocardine, ça n'a pas aidé. Mais bon. On parlait de réinvestissement narcissique. Je dis ça. À la boulangerie. Ah oui, c'est ça. Oui. Mais alors, je disais voilà, qu'on a un biais de recrutement. Effectivement, pour nous, un vieux va forcément mal. Ou s'il va bien, c'est qu'on l'a bien soigné. Non, il y en a plein qui vont bien naturellement, spontanément, parce qu'ils ont cette capacité de s'adapter au vieillissement, parce qu'ils ont cette capacité, effectivement, d'échapper à la dépression, si tant est que ce soit une fatalité, dans le sens où ils ont des bonnes capacités de résilience, dans le sens où ils ont les crises qui vont amener à des modifications de rythme de vie vont être intégrées dans leur parcours de vie sans difficulté. Le danger, c'est les gens qui ont cette difficulté d'adaptation, une certaine psychorigidité, et qu'effectivement, s'il y a des événements de vie qui bloquent,
la retraite, un accident, je sais pas quoi, n'importe quoi, vont brutalement se trouver confrontés à une difficulté à exister en tant que personne âgée, avec tout ce que ça comporte en termes d'estime de soi, en termes de cassure de rythme et effectivement de risque dépressif. On arrive toujours à cette idée que la dépression est en sourdine, ou en tout cas est présente pas loin derrière. C'est un concept aussi qui existait beaucoup chez l'adolescent, mais qu'il faudrait, je pense, remettre au goût du jour chez la personne âgée, c'est le concept de dépressivité. Voilà, c'est cette souffrance qui n'est pas forcément identifiée en tant que telle, mais qui est vraiment présente et que nous, on ne verra pas forcément, on va en reparler après, mais qui est quand même très prégnante. Alors, les facteurs de risque chez la personne âgée, donc la dépression, bien évidemment, la difficulté à s'adapter au vieillissement, ce qu'on vient de dire, la maladie. Hein, on peut pas. Si vous faites de la psychiatrie de la personne âgée en milieu hospitalier, il faut avoir un stéthoscope dans la poche. Hein, vraiment la confrontation du somatique et du psychiatrique est une évidence. Quelqu'un qui a une maladie chronique, qu'elle soit rénale, cardiaque, parkinsonienne, etc., on sait qu'il y a un impact non négligeable sur le risque dépressif et sur le risque suicidaire. Je ne vous parle pas du Covid qui a montré effectivement que ce qu'on appelait la double ou triple peine. Non seulement les gens âgés mouraient du Covid, ça commençait mal, après ils souffraient des contraintes liées au confinement et aux politiques de santé telles qu'on a pu les vivre en France, avec un isolement et une solitude encore plus marquée. Et puis, ceux qui se chopaient le Covid se sont offerts ce qu'on a appelé les fameux Covid longs. Et je l'avais déjà dit, mais médiane du traitement d'une dépression en milieu hospitalier chez quelqu'un d'âgé, c'est 3 à 6 mois. On a des gabarits quand même. Hein. Voilà. Avec le Covid, c'est 1 an. Voilà. Et tous les patients qu'on a actuellement, facteur déclenchant des épisodes dépressifs, le Covid est très souvent présent, hein, ou les problématiques du confinement. Voilà, c'est ça dans la psychopathologie de la dépression, de la souffrance psychique chez le sujet âgé, le Covid trouvera sa place dans les listings dans les années qui viennent. Alors après, les sorties d'hospitalisation, c'est un facteur de risque important dans les passages à l'acte suicidaire. Et on vit une époque où vous savez que les lits d'hospitalisation deviennent des denrées rares. On sait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui présente une maladie cardiaque grave arrive aux urgences et est tout à fait capable de ressortir 3 heures après avec une liste d'examens à faire en ville et une ordonnance pour des produits qui sont en rupture de stock, en espérant que la personne soit accompagnée par des gens qui savent se servir d'un ordinateur et les emmener sur les lieux de soins, ça le fera. Sinon, on se retrouve avec des patients effectivement lâchés un peu dans la nature et un risque de souffrance psychique, de perte d'espoir, d'incompréhension de ce qui leur arrive, qui favorisera les passages à l'acte. Hein. On a tous en tête, entrer en EHPAD, c'est un risque suicidaire chez quelqu'un d'âgé, et sortir d'un hôpital, c'est aussi un risque suicidaire chez une personne âgée. Et c'est quelque chose, hélas, qui devient prégnant, qui, à mon avis, va prendre une importance de plus en plus forte. Vous savez qu'on a des capacités d'hospitalisation à l'heure actuelle de plus en plus fragiles, quel que soit le domaine. Donc, on participe à cette fragilisation. La perte d'autonomie, bien sûr, hein, on connaît tous le syndrome pot-de-chute, on sait que quelqu'un qui va chuter, qui va se mettre en insécurité par rapport à la mobilité, ou qui va se retrouver en perte d'autonomie pour des raisons cognitives ou pour des raisons physiques, c'est quelqu'un qui, effectivement, va se retrouver dans une situation qui, s'il ne l'appréhende pas progressivement et correctement, effectivement, peut amener à des conduites suicidaires, les addictions, bien évidemment. Une enquête récente de quelques années qui avait été faite par SOS Amitié avait montré l'importance, après la dépression et les troubles mentaux, hein, qui était le principal critère pour lesquels les gens téléphonaient à SOS Amitié, les gens âgés, ce qui ressortait le plus, c'était les événements de vie et les difficultés familiales. Hein. Un événement de vie, si vous êtes plaqué quand vous avez 18 ans, c'est structurant, ça fait partie des choses qui vont vous aider à vous construire, après que vous ayez eu envie de tuer tout le monde ou de mourir, mais voilà, vous allez réussir à progresser. Une rupture ou un événement de vie négatif aura un impact chez quelqu'un d'âgé, bien évidemment, beaucoup plus important, parce que les capacités de faire du lien ailleurs, de compenser une absence par autre chose, sont bien évidemment diminuées. Donc c'est pareil, les événements de vie négatifs peuvent avoir une expérience, un impact important. Les pertes, bien sûr, les deuils, et tous les deuils. Hein, la vieille dame qui perd son chat et qui va effectivement déclencher un épisode dépressif et faire une tentative de suicide dans la foulée, c'est pas la mort du chat le problème. Le problème, c'est que la mort du chat va réactiver la mort du mari, le viol par l'oncle Alfred quand elle avait 12 ans, la maladie du fils, le chômage, etc. Voilà.
tout ce que vous avez mis dans votre vase en termes de stress non résolu dans votre existence va être réactivé à chaque nouveau deuil, à chaque expérience négative. Et là, pour le coup, il y a un effet cumulatif. Plus vous vieillissez, plus le risque que le vase déborde augmente, même si, normalement, les expériences de vie font que vous avez plus de capacité à gérer vos stress, sauf que ça ne marche pas de façon arithmétique. Que, voilà. Donc, quand on bosse avec des personnes âgées, on sait qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Et puis, comme il n'y a pas trop la possibilité de se rattraper sur autre chose, il y a une fragilité qui s'installe, une vulnérabilité qui va favoriser aussi le risque de passage à l'acte. Et puis, l'invisibilité sociale. Être vieux aujourd'hui, à moins d'être riche, de bonne santé, pas forcément quelque chose qui est évident. On disparaît un peu des radars. On a nos patients en consultation nous expliquent tous qu'ils se sentent complètement largués. Voilà. Déjà, quelqu'un de corticalisé, bac plus 15, a du mal à prendre un billet SNCF en utilisant Internet. Vous imaginez quelqu'un de 70 ans qui ne maîtrise pas trop les techniques modernes, où il ne prend pas le train, où il va attendre 1h30 à la gare, seul guichet ouvert. Donc, on crée des difficultés aujourd'hui. C'est un peu altruisme de dire ça. On a tous connu, quand on était plus jeune, le fait que les vieux servent plus à rien aujourd'hui. Depuis le rapport Larocque en 62, on nous a expliqué qu'ils servaient à rien économiquement, qu'ils coûtaient des sous et qu'il faudrait voir, pas insister trop et pas trop encombrer. Ça s'appuie toujours de plus en plus. Le grand-père qui apprend à son petit-fils à pêcher, ça marche quand même beaucoup moins bien. Voilà. Par contre, le petit-fils qui explique au grand-père que ménopause, c'est pas une touche du magnétoscope, ça existe, ça aussi de plus en plus. Donc, énormément de facteurs de risque, énormément de choses. En fait, tous les événements, tout ce que va vivre la personne âgée vont potentiellement être des facteurs de fragilité et de vulnérabilité. Une chose, par contre, pour laquelle on n'a pas d'impact sur le fonctionnement suicidaire, c'est les troubles cognitifs. On l'a toujours su. On disait même que c'était protecteur pendant une période, ce qui est peut-être un peu excessif pour le coup dans l'autre sens. Mais à part l'annonce diagnostique, je raisonne en tant que psychiatre, j'ai travaillé en consultation mémoire pendant une période, l'annonce diagnostique qui reste une aberration quand il s'agit de maladies à diagnostic de probabilité. J'ai vu une patiente hier qui est arrivée paniquée dans un état d'angoisse pas possible parce qu'elle a fait une IRM pour je ne sais plus quel problème et le radiologue a marqué signe évoquant une démence frontotemporale. Vous sortez du cabinet de radiologie avec ça, vous vous sentez détendu. Voilà. Alors, il y a 30 ans, quand il n'y avait pas encore Internet, on avait un peu de répit. Je me souviens des consultations de neurologues où il n'y a pas de neurologue dans la salle. Non, je vous rappelle qu'un bon neurologue est un neurologue mort. Je travaille à la Salpêtrière. On se les tape en réel, nous, là. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? C'est quand on parle des neurologues, Oui, voilà. Avant, on avait du répit, le temps que les gens comprennent ce que leur avait dit le professionnel, on avait le temps de les choper au passage et de régler le problème. Le neuro qui vous dit vous avez une maladie, une sclérose latérale amyotrophique, je vous revois dans 4 mois. 4 mois, c'était rapide. Le temps que le patient discute avec un médecin de ses copains qui, bien évidemment, éludait le truc au maximum, etc. Le moment où il percutait et où brutalement, il y avait une bouffée d'angoisse énorme avec un risque non négligeable de passage à l'acte. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je crois, mais une des subtilités, des caractéristiques du suicide chez la personne âgée, c'est qu'il y a quand même cette notion de programmation méticuleuse. Le passage à l'acte, le raptus existe, bien sûr, vous le confrontez aussi, mais ce n'est pas la majorité. C'est d'ailleurs le problème, ce qui fait la dangerosité aussi du passage à l'acte suicidaire, c'est qu'eux, la crise suicidaire, ils maîtrisent bien le sujet. La personne âgée qui se suicide, ça fait un petit moment qu'elle a élaboré le truc, et en général élaboré, à moins qu'elle soit un petit peu fragile, mais élaboré de façon efficace. Donc, ça aide pas. Donc, Avant, on avait du répit. Voilà. Maintenant, ils ont lu Internet, ils sont encore dans la salle d'attente, ils savent déjà ce qui vient de leur arriver. C'est un petit peu compliqué. Donc, dans les troubles neurocognitifs, on sait qu'effectivement, il y a un risque suicidaire lié à l'anxiété, bien sûr, après une annonce diagnostique. Par contre, une fois que la maladie est déclarée, après, le psychisme humain a ses capacités extraordinaires de générer des symptômes de démotivation, d'apathie, de régression qui vont permettre aux patients, voire de déni, qui vont permettre aux patients de se protéger. Notre cerveau, heureusement, est bien fait pour ça. Mais donc, normalement, le fait d'avoir un trouble neurocognitif n'est pas un facteur de risque suicidaire.
sans aller jusqu'à dire que c'est protecteur. En tout cas, c'est pas la problématique de base, sauf s'il y a une dépression à la clé. On rappelle aussi que la dépression fait partie de la maladie neurocognitive. Alors, en face d'un patient potentiellement suicidaire, comment est-ce qu'on va le repérer? Comment est-ce qu'on va le voir? Quels sont les signes cliniques? Bah, c'est l'évidence aussi. Quelqu'un qui est suicidaire, c'est quelqu'un qui va mal. Voilà. Un des dogmes de la suicidologie, c'est que vous savez qu'on ne se suicide pas pour mourir, mais qu'on se suicide pour ne plus souffrir. C'est vraiment l'élément de base qui nous sert au quotidien. Chez la personne âgée, c'est plus nuancé. Le désir de mourir peut être tellement marqué que, pour le coup, le risque est non négligeable qu'il y ait un passage à l'acte, même si on s'intéresse à la souffrance. C'est quoi ma phrase d'avant? La motivation. Oui, voilà, le désir de mourir va être quelque chose d'extrêmement présent. Bah, repérer les signes cliniques, ça va être repérer les signes de souffrance psychique. Quelqu'un qui se suicide, c'est quand même quelqu'un qui va mal. Le souci, c'est que repérer la souffrance psychique chez une personne âgée, c'est pas la même chose que le jeune homme ou la jeune femme capable de vous exprimer « je suis triste, j'ai envie de rien, je suis irritable, tout me gonfle ». Là, on est quand même chez des gens avec, vous connaissez tous la problématique à laquelle on est confronté, qui est la lexithymie, des patients qui vont pas forcément être capables d'analyser et d'exprimer leurs émotions. Hein. Alors, on peut le vivre sur un mode défensif, en se disant, voilà, ils se protègent comme ça, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas accès à la réalité objective. Quand on voit des gens âgés en consultation, on sait que si on les voit tout seuls, on peut se faire piéger joyeusement. En plus, on est content, ils viennent nous voir, ils vont bien, c'est génial. Au moins, celui-là, il détend, surtout en fin de consulte. Si vous avez le malheur qu'il soit avec quelqu'un de leur famille, vous allez avoir des discours contradictoires. Mais moi, je fais plein de choses, docteur, je vais très bien, je suis content de vous voir, mais vous inquiétez pas, que vous avez la fille à côté qui fait des bonds de 3 mètres sur son siège. Mais papa, tu peux pas dire ça, ce que tu racontes, c'était il y a 3 ans, t'es au lit toute la journée, tu fais plus rien, tu pleures, etc. Ouais, non, t'exagères, voilà. Ça, c'est ce à quoi on est confronté cliniquement. Hein, et, voir une personne âgée en consultation, vous avez intérêt à avoir des regards extérieurs. Sinon, vous pouvez être le meilleur clinicien de la Terre. Notre façon de travailler, normalement, si on est psychiatre, de travailler avec la confiance. Le patient nous donne des symptômes, à moins que ce soit vraiment aberrant dans ce qu'il nous raconte, a priori, on le croit. Et on lui demande de nous croire et de nous faire confiance, et on est censé, nous, le croire et lui faire confiance. C'est comme ça qu'on va établir une relation thérapeutique qui nous permettra de le suivre dans la durée. Donc, cette alexithymie va être un problème. Si on n'insiste pas un petit peu, on peut passer largement à côté des soucis. Après, on a le problème des représentations du vieillissement. Je parlais tout à l'heure de ce gériatre qui considérait qu'à 93 ans, être déprimé, c'était normal. Ben oui, non, c'est pas normal. C'est pas parce qu'il est vieux qu'il est forcément triste. On peut avoir 97 ans, être paraplégique et aller bien. Voilà, c'est plus dur, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais voilà, je suis en USMD, j'ai la vue sur l'immeuble d'en face. Mais aujourd'hui, l'aide-soignante m'a souri. Mais j'ai vu une mésange sur le bord de la fenêtre. Mais aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le jour des frites. Mais voilà, il y a tout un ensemble de petites joies, de petites choses qui vont nourrir aussi notre vie psychique. Je vous rappelle la phrase de Le Goès, hein. Il faut cesser de viser le superbe pour s'approcher du juste. Bien vieillir, c'est accéder à la sagesse et une certaine ataraxie au sens épicurien du terme. C'est sûr que si vous avez des désirs, des plaisirs extrêmement complexes, vous allez ramer en vieillissant. Si par contre vous arrivez à développer des joies simples, qui vous font d'ailleurs apprécier les joies un petit peu plus complexes, c'est quelque chose qui vous aidera quand même à vieillir dans de bonnes conditions. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est aussi, voilà, se contenter de choses simples et puis effectivement avoir une vision de soi-même, une vision de son existence, faire un bilan, comme on le disait tout à l'heure, qui vous permet de vivre psychiquement. Alors, je me souviens de cette dame dans un EHPAD. Alors, c'était un EHPAD de compétition. C'est-à-dire lundi matin, c'était chorale, lundi après-midi, c'était marché, mardi matin, c'était peinture, mardi après-midi, c'était danse, les travaux forcés. C'était plus un EHPAD, c'était une usine. Et on m'avait demandé de voir une dame parce qu'elle ne voulait pas participer aux activités. Drame. Et la dame en question, alors c'était en début d'après-midi, donc vous savez, c'est un peu comme dans Tintin ou dans l'Atlantide, pour ceux qui ont lu le roman de Pierre Benoît, vous savez, un alignement de personnes âgées, je ne dirais pas des sarcophages, mais
les fauteuils roulants avec les gens qui ne bougent pas dessus. Donc, la représentation qu'on en a, même en tant que professionnel, c'est assez angoissante, pour ne pas dire mortifère. Vous arrivez là, vous avez tous ces vieux alignés les uns à côté des autres. Alors, en même temps, on est un peu malhonnête parce que dans nos services, c'est pareil. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous allez les retrouver regroupés au même endroit. Voilà, quoi que vous fassiez, vous avez beau mettre des chicanes, crever les pneus des fauteuils, je ne sais pas quoi, quand même tous les retrouver agglutinés. Pas forcément en communiquant, mais en étant présents les uns à côté des autres. Et la dame en question, la directrice me l'a présentée, je vous présente madame Machin qui ne veut pas bouger de son fauteuil. Et la dame a répondu texto, la directrice, mais foutez-moi la paix. Je suis bien dans mon fauteuil. Je suis posé, je pense, je vis ma vie dans ma tête. Aucune envie d'aller gigoter, aller voir votre film à la con, ou aller faire de la cuisine, alors que j'aime pas ça. Voilà, et c'est vrai que nos représentations, évidemment, on a du mal à anticiper le fait que la vie psychique, quand on a 80 ans, n'est pas la même que la nôtre, et qu'à un moment donné, on a besoin d'un certain recul, d'une certaine façon de... Après, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ne bougent pas vont très bien. Il faut bien évidemment se méfier. Mais la démotivation peut être protectrice. Et ce qui est important, c'est la capacité, effectivement, d'avoir une vie psychique, de revenir sur sa vie, sur son vécu. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on nourrit en psychothérapie. Hein, quand on voit des gens sur un mode un peu psychothérapique qui sont âgés, oui, il n'y a pas de processus de changement, mais il y a cette capacité de prendre du plaisir à se remémorer des choses agréables. Je me souviendrai toujours de ce monsieur, j'adore cette anecdote, je la raconte tout le temps, donc il y en a peut-être qui l'ont déjà entendue. Mais ce monsieur de 95 ans, hospitalisé parce que dépressif, mangeait plus, laissait aller, moitié syndrome de glissement, moitié syndrome de glissement. Et on l'hospitalise dans le service, on se fait engueuler par les infirmières parce qu'il a 95 ans, foutez-lui la paix, c'est son droit s'il veut mourir. C'est à peine si on ne nous a pas dit qu'on faisait de l'acharnement thérapeutique. Bon, on le coucoune un peu, on le soigne, on met un antidépresseur en place, avec la stimulation douce, petit à petit, il reprend un peu, voilà. Et puis, à un moment donné, c'était l'époque héroïque où dans les secteurs de psychiatrie, les gens étaient tous en pyjama. J'avais compris la vertu thérapeutique du pyjama chez des gens à qui on interdit d'aller dans leur chambre, mais bon, ça se faisait encore. Et on s'est dit, bah tiens, là, comme il bouge un petit peu plus, ça serait bien de lui donner ses vêtements pour qu'il soit un peu plus présentable quand même. Il avait l'air bête avec son truc. Et puis, la famille n'a pas bien compris le message quand on leur a dit qu'il faut amener des vêtements. Ils n'ont pas percuté que c'était pour qu'il aille mieux. Et ils nous ont amené les vêtements qui étaient en haut de l'armoire, dans le sachet en cellophane, avec la naphtaline. Et les infirmières étant très disciplinées, le docteur a dit qu'il faut habiller le patient. Ben, ils ont habillé le patient. On s'est retrouvé avec un type en costard-cravate, avec le petit gilet, enfin le costume qui était vraiment là, aux dimensions du cercueil, vous savez. Et je suis arrivé le lendemain et j'ai vu ce type habillé en costume, etc. Et ça a été spectaculaire. Je le dis pas trop fort parce que ça, on va dire que c'est pas les antidépresseurs qui marchent, que c'est la prise en charge institutionnelle, mais si Jérôme Pellerin écoute, je vais nourrir sa boutique, mais il a été instantanément guéri. Il réexistait, il retrouvait une identité, il retrouvait une façon d'être. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, voilà, c'est cette... je ne sais toujours plus ce que je voulais dire, c'est faramineux, ça. C'était quoi la phrase d'avant? Ah ben, je vous fais travailler, c'est interactif. Hein, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui bosse. J'ai déjà fait une nuit blanche, donc ça va. Quoi. Je ne sais plus. Enfin, c'était intéressant comme histoire. Si, ce que je veux dire, c'est que la représentation qu'on a du vieillissement, voilà, c'est ça. C'est la personne âgée, de toute façon, il est vieux, il est fichu. Et ce type a retrouvé une capacité à vivre, à bouger. Il est rentré chez lui. Il est mort guéri 2 ans après du cœur, comme tout le monde. Voilà, c'était bien. Donc, on est aussi confronté à ça. La personne âgée, déjà, elle ne nous dit pas franchement qu'elle va bien. En plus, on en a une vision. Voilà, il est vieux, il est triste, oui, bon, en même temps, j'aimerais pas être à sa place, sauf que lui, peut-être qu'il est bien à sa place, voilà, c'est pas nous. Nos capacités d'anticiper notre façon de penser dans 20 ans, voilà. Moi, quand j'avais 20 ans, je considérais que quand j'en aurais 60, je ferais toujours les mêmes choses. Aujourd'hui, j'en ai 60 et je peux vous dire que j'ai été sportif de haut niveau. Marcher, c'est bien. Voilà, c'est tranquille. J'ai une anecdote aussi que je raconte de temps en temps. Moi, j'ai découvert le processus du vieillissement le jour où mon fils m'a dit « Est-ce que c'est vrai, papa, que tu savais faire un saut périlleux quand tu étais petit ?»
J'ai vraiment été sportif de haut niveau. Ça se voit pas, je vous l'accorde. Et j'ai dit, bah oui, c'est vrai, je savais le faire, j'étais flatté, mon gamin qui s'intéresse à moi. Et ce fils d'abruti m'a dit, je te crois pas. N'étant pas une nature impulsive, j'ai voulu montrer à cette engeance, ma descendance, que si je savais faire ce genre de choses, alors j'ai quand même pas fait un saut périlleux parce que je suis pas débile, j'étais sur un parking de supermarché. C'est le crédit. Et donc j'ai fait un saut de main, ce qui était déjà pas mal vu que j'en avais pas fait depuis 5 ou 6 ans. Et sous les hurlements de ma femme, et puis c'était une scène de dessin animé, j'ai fait mon saut de main, les clés, le portefeuille, tout a valsé dans un rayon de 10 mètres. J'ai atterri, je ressens encore aujourd'hui le choc des vertèbres. Si vous voulez. Et outre, alors déjà, ça a scotché les gamins. Oh putain, papa, t'as vu ce qu'il est capable de faire? Mais depuis, je marche bien. Je me suis fait à l'idée ce jour-là que, bah oui, quand on vieillit, il faut s'adapter. Voilà, mon narcissisme va être nourri par autre chose que le fait que je sais faire un salto avant. Voilà, faire les choses tranquillement. Mais quand je pourrais plus marcher, je rentrais, comme disait, j'ai plus de vie pour continuer à avancer. Non. Donc, repérer la souffrance psychique, c'est la première chose importante, mais c'est gênant à cause des représentations de la vieillesse qui nous font la banaliser ou la nier, et puis les familles font pareil, hein, c'est ça le problème. Il y a cette alexithymie, et puis il y a aussi cette subtilité que quand on recherche une souffrance psychique, et a fortiori une position dépressive derrière, faire un diagnostic de dépression chez quelqu'un d'âgé, ben vous y êtes tous confrontés, voilà, c'est pas simple. Si c'était simple, on n'existerait pas. Hein, mais le patient délirant, le patient apathique, le patient qui somatise, le patient agressif, hostile, dans une médecine aujourd'hui qui a tendance à être très symptomatique, bah, s'il est en gériatrie, il va se retrouver avec du Risperdal. S'il est délirant, il va se retrouver avec un antidépresseur s'il est apathique, qui n'a jamais marché, soit dit en passant. Il va se retrouver avec effectivement une exclusion du service parce qu'il ne faut pas rêver s'il est hostile, ou alors avec un thymorégulateur parce qu'on va confondre ça avec un état hypomane. C'est extrêmement difficile d'aller au-delà du symptôme parce que le patient nous présente quelque chose avec une conviction sémiologique très intéressante. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je crois que c'est à toi, je suis sidéré s'il y a des jeunes internes ou des jeunes collègues dans la salle ou dans de tout là. Moi, quand les internes dans le service font un diagnostic en moins de 20 minutes chez une personne âgée, alors que moi, je la suis en consultation depuis 4 mois, que j'ai toujours pas pigé ce qu'elle a, si vous voulez, j'essaye de leur expliquer que s'engouffrer dans une vision diagnostique parce que le patient vous présente quelque chose et que vous vous agrippez à ce qu'il vous présente, ça fait plaisir, hein, on a un petit tableau clinique, on est content. On s'en fout. Le patient, il veut mourir, on s'en fout. Le patient, il boit, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui génère cette souffrance? Qu'est-ce qui génère ces symptômes? Et le problème, c'est qu'on n'y a pas accès forcément facilement. J'ai vu une famille hier en consultation, la fameuse dame qui avait son IRM avec sa DFT, là, le discours de la dame, le discours du mari et le discours du fils étaient totalement contradictoires. À mon avis, ça va prendre du temps pour que je pige quelque chose. Surtout avec un tableau neurologique à la clé, probablement. Voilà, mais c'est pas grave, on prendra le temps nécessaire. Moi, je me bats pour expliquer à mes internes, qui normalement sont censés écouter, je leur ai passé le lien, je vérifierai lundi. S'ils ne l'ont pas fait, leur validation va en prendre un coup. L'important, c'est de savoir ce qu'on soigne. Voilà. Quelle est la souffrance du patient? Quel est le diagnostic avec des guillemets? Parce qu'on sait que les gens âgés ne rentrent plus dans les cases. Voilà. Faire de la psychiatrie de la personne âgée avec un DSM dans la poche, je le dis de façon triviale, mais c'est une connerie monumentale. Il faut bien évidemment faire un diagnostic, il faut bien évidemment comprendre la pathologie du patient pour savoir ce qu'on soigne, mais il faut bien évidemment adapter en fonction de la vie du patient, de son environnement, de son histoire, de sa personnalité. Et il faut, c'est ça qui est génial d'ailleurs quand on est psychiatre de la personne âgée, c'est il faut faire de la clinique et faire de la psychopathologie, pas dans le désordre. Il faut vraiment commencer par la clinique, mais après, le regard psychopathologique nous permettra de nuancer, de savoir ce qu'on soigne, etc. Voilà. Le risque suicidaire est toujours derrière en filigrane. Je n'oublie pas le sujet. Voilà. Mais c'est pour ça que je le dis, pour rassurer, parce que derrière, il convulse en disant « Putain, où il est parti, l'autre, là ?» Voilà. Donc, comprendre ce qu'a le patient, vraiment repérer sa souffrance psychique et analyser sa souffrance psychique en essayant d'éviter les écueils qui sont le discours du patient, la représentation qu'on en a, et des formes cliniques totalement atypiques
de symptômes dépressifs ou anxieux qui font qu'on peut passer à côté. Il faut vraiment être dans cette dynamique d'aller chercher derrière le symptôme, d'aller chercher ce qu'on voit. Puis, je vous rappelle les poncifs. Quand je dis poncifs, c'est pas péjoratif, de la prévention du suicide. Poser la question, savoir, voilà, je vous trouve pas bien, je veux savoir ce qu'il y a derrière au niveau symptomatique, et je veux savoir si vous avez des idées de suicide, je veux savoir si vous avez un scénario, etc. Bien évidemment, il faut amener ça gentiment, mais je vous rappelle, c'est une faute professionnelle pour un psychiatre de ne pas poser la question à un patient de savoir s'il a des idées suicidaires, s'il vient vous voir pour un truc comme ça. Alors après, cette souffrance psychique, on va la repérer, et puis on va être aux aguets de ce que va nous dire ou nous montrer le patient. Il y aura les idées morbides, c'est là qu'il faudra aller les chercher si on les a pas. On va avoir tous ces comportements, enfin tous ces discours. La vieille dame qui se met à faire son testament brutalement sans raison ou qui change son testament. La personne qui commence à visiter son entourage pour dire au revoir de façon un peu déguisée. Le truc qui tue, c'est le chat ou le chien. Enfin, qui tue, qui interpelle. Si par hasard il y avait un souci, tu t'occuperais de mon chat. Ça, c'est la puce à l'oreille, si vous voulez, voilà. La vieille dame un peu avare qui se met à donner du fric à ses petits-enfants. Ça, c'est très louche. Ou alors, il y a un trouble cognitif. Et là, les petits-enfants ont intérêt à en profiter un maximum. Voilà. Toutes ces choses-là sont des signaux qui peuvent effectivement nous orienter vers des idées suicidaires. Au niveau comportemental, l'anxiété, l'agitation. L'agitation étant le reflet d'une anxiété mal maîtrisée, quand on a du mal à verbaliser, les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit. On sait que les troubles de l'appétit, le fait de moins manger chez un patient, l'hyporexie, quelque chose de redoutablement significatif d'un risque suicidaire, si on est dans un contexte de souffrance psychique, évidemment. Il y a peut-être une mycose ou des problèmes dentaires. Je vous rappelle que les troubles alimentaires chez les gens âgés, il y a 150 000 causes possibles, mais y compris la dépression qui nous intéresse. L'arrêt de la vie sociale, le fléchissement de la vie sociale. Alors, avec le Covid, on n'a pas été aidé, parce qu'on finit par plus savoir s'ils n'ont pas pu reprendre une activité, s'ils n'ont pas pu reprendre des liens sociaux parce qu'ils ont la trouille de sortir, ou parce que il y a plus. Alors, actuellement, il y a un nombre assez impressionnant d'associations, de structures qui ferment, ou qui diminuent leur activité, et du coup, on se retrouve avec des gens qui disent, moi, avant, j'allais, le truc genre université du 3e âge, un truc comme ça, avec un investissement intéressant, et là, ça s'est arrêté pendant le Covid, et qui est toujours là, d'ailleurs, et ça reprend pas. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui, pour le coup, seraient dans une dynamique d'activité, seraient dans une dynamique de faire du lien social, mais avec une impossibilité de le faire, qui est un processus délétère par rapport aux idées suicidaires potentielles qui peuvent arriver derrière. Donc, quelqu'un qui fait moins d'activité, quelqu'un qui stoppe sa vie sociale, quelqu'un qui va exprimer une sémiologie anxieuse, agitée, trouble du sommeil, appétit, ce sont des signes importants. Les rangements, je me rappelle, c'est un des cas cliniques pour la formation des internes d'ailleurs. Le vieux monsieur qui brutalement se met à ranger son garage pour que tout soit bien en ordre. Et qui se met à donner des trucs à ses enfants, ou à la famille, ou à l'entourage, mais des choses qui ont une valeur affective. Tiens, tu as toujours adoré ce vase, je te le donne. Pourquoi maintenant? Vous voyez? Le jour où mon père m'a dit, il est très intéressé par la généalogie. Et un jour, je l'ai vu débarquer avec un gros dossier. Il m'a dit, tiens, mon fils, maintenant, je te confie l'arbre généalogique de la famille, à toi de continuer ce travail, etc. J'ai quand même regardé bizarrement. Je lui ai dit, mais t'es pas si vieux que ça. Enfin, si, mais bon, t'es pas encore complètement parti. Puis moi, du coup, j'ai pris un coup de vieux. Je lui ai dit, merde, ça va. Je suis pas encore le patriarche à venir. Il y a encore quelques personnes entre lui et moi. Et bon, puis après, il me les a réclamés 15 jours après. J'ai dit, c'est juste un coup de mou. Voilà. Bon, j'avais fait des doubles entre les deux au cas où, mais ça m'a rassuré. Mais voilà, donc toutes ces démarches-là, tous ces comportements-là, c'est l'éternel problème. Quelqu'un qui va mal, c'est quelqu'un qui change ses comportements. Mais chez la personne âgée, il y a vraiment des signaux spécifiques. Le rangement, s'intéresser pour le chien, couper sa vie sociale, diminuer les liens avec un entourage qui sont déjà parfois extrêmement fragiles. Des choses qui doivent nous interpeller. Et puis, les choses plus au niveau des émotions et des affects, le désespoir. On sait que s'il y a de la vie, il y a de l'espoir. S'il y a de l'espoir, il y a de la vie. S'il y a du désespoir, il peut ne plus y avoir de vie. Et effectivement, ça, moi, je pense que ça reste vraiment le truc. C'est la question qu'il faut vraiment poser à nos patients. Le désespoir, c'est vraiment le truc qui est la dernière chose qui
L'espoir est la dernière chose qui tient les patients quand ils sont dans un état de souffrance psychique, quand il n'y a plus cet espoir. Là, effectivement, on a deux doigts du passage à l'acte, s'il y a des idées suicidaires, bien sûr. Et ça reste le critère, la chose qu'il faut aller rechercher. Le sentiment d'inutilité, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. La culpabilité d'être vieux, d'être à la charge des autres, la honte, hein, quand on va leur proposer de faire de... moi, je suis assez sidéré par le nombre de gens qui sont demandeurs de voyage en Belgique ou en Suisse en nous expliquant, mais vous comprenez, de toute façon, je suis en fin de course, je suis une charge pour mes enfants, etc. Je suis un peu déprimé, voilà. Le jour où ils auront le droit de le faire dans un rayon de 20 bornes autour de chez eux, j'ai peur que ce soit pas simple. La lassitude, une fatigue de la vie, un deuil de l'existence qui se fait, qui peut être d'ailleurs tout à fait adapté. Hein, j'ai toujours été persuadé que bien mourir, c'est à un moment donné sentir une lassitude de l'existence, avoir fait un peu le deuil de son existence, et être capable d'aborder la mort sans que ce soit quelque chose de désespérant. Quand on fait de la psychiatrie de liaison, quand on va en EHPAD notamment, ça je le fais plus parce que c'est plus dans mes missions, mais quand je faisais du secteur, j'allais énormément dans les EHPAD, ça me permettait de bouger, c'était sympa, surtout en Bretagne. Aller à l'EHPAD de Camara, c'était quand même cool. Voilà. Pas au mois d'août, parce qu'il faut revenir après, mais il n'y a qu'une seule route, elle est un peu encombrée. Mais voilà, La lassitude, le bilan de vie. pourquoi d'aller en EHPAD? Si, Oui, voilà, ça me revient. La personne qui vous explique, voilà, docteur, c'est un peu le diagnostic différentiel entre l'idée suicidaire et la crise existentielle. On s'interroge sur la vie. Docteur, j'en ai marre. Je suis fatigué. Je suis toute seule, mon mari est mort, je suis en EHPAD, on bouffe mal. Je m'éclate pas forcément. En général, en plus, au plan cognitif, on n'est pas fringant quand on se retrouve en institution. J'ai envie que ça s'arrête. Je n'irai pas sauter par la fenêtre ou je n'irai pas le provoquer, mais oui, il y a une certaine lassitude de l'existence. Ça ne se soigne pas à coup de médoc, par contre, ça s'accompagne, ça se permet de discuter de l'angoisse de mort ou de l'idée qu'ont les gens de la mort. Et puis le jour où la mort arrive, ce qu'on leur dit d'ailleurs parfois, il m'arrive de dire aux patients qui ont ce désir de mort, je leur dis, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, à votre âge, ça va finir par arriver. Mais en attendant, il faut que vous viviez pour vous, hein, et puis vous viviez dans de bonnes conditions. Et quand la mort arrive, il y a une espèce d'acceptation de ça. Ceux qui n'acceptent pas de mourir, c'est ceux qui sont très vieux et qui vont bien. Je me rappelle toujours du grand-père de ma femme, centenaire, pleine forme. Comme ça. Il est mort 15 jours après. Mais vous êtes très vieux, vous savez que l'échéance s'approche, mais vous n'avez pas du tout envie qu'il se passe quelque chose de délétère parce que vous profitez bien de la vie. Donc il y a une espèce de deuil de l'existence qui, chez certaines personnes, amène à une certaine lassitude de la vie qui finalement permet de faire ce passage vers la mort. Bon, ça nous éloigne un peu du sujet, sans qu'il y ait d'idée suicidaire à la clé. Voilà, il n'y a pas d'idée suicidaire, il y a simplement, je suis vieux, j'en ai marre, j'aimerais rejoindre mon mari, mon fils, ma soeur, je ne sais pas qui. Voilà. Et ce qui finit par, du coup, permettre une acceptation du phénomène et ce qu'on appelle une bonne mort, hein, au sens où elle se fait dans des conditions correctes. Alors, en pratique, qu'est-ce qui va faire qu'on va aider quelqu'un, comment on prend en charge quelqu'un dont on va repérer qu'il a des idées suicidaires, dont on va repérer qu'il y a une sémiologie dépressive, parce que c'est ce qu'il faut faire. La première chose, ça va être de favoriser les facteurs protecteurs. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure sciemment, je les ai gardés pour la fin. Il y a des gens qui peuvent aller mal, qui peuvent être dans une situation de souffrance psychique, de position dépressive, mais il va y avoir des facteurs protecteurs, il va y avoir des choses qui vont leur permettre de ne pas passer à l'acte. C'est un peu ce qu'on disait depuis le début aussi, c'est la capacité de s'adapter. Hein, je m'adapte, j'accepte le vieillissement, je trouve des stratégies pour qu'aujourd'hui j'arrive à me débrouiller, sauvegarder mon narcissisme. Une chose très importante aussi en termes d'adaptabilité, c'est être vraiment indépendant, être vraiment autonome, c'est accepter la dépendance. C'est extrêmement complexe pour quelqu'un d'âgé qui a toujours été autonome, qui a toujours été vif, vivace, voire jovial, d'accepter l'idée que aujourd'hui j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire ma toilette, aujourd'hui j'ai besoin de quelqu'un pour me donner mes médicaments parce que je me les mélange, aujourd'hui j'ai besoin de quelqu'un pour ci, pour ça, etc. Et donc accepter la dépendance reste finalement quelque chose qui va être un facteur protecteur parce que du coup, on va pouvoir avoir cet étayage autour social ou familial quand c'est fait par l'entourage qui vous aidera à passer des caps. Après, bon, c'est une évidence aussi, mais
Les facteurs protecteurs, ça va être une dynamique familiale efficace, ça va être un étayage social efficace, ça va être une spiritualité efficace. Je dis pas religion, même si souvent c'est le corollaire, mais vous savez qu'en vieillissant, on commence à s'interroger sur le sens de la vie, de sa vie. On commence bien vieillir, c'est aussi s'intégrer dans la chaîne des générations, c'est trouver sa place. Hein, c'est pas quand les gens commencent à s'intéresser à leur généalogie, j'en parlais tout à l'heure. C'est voilà, ils s'interrogent sur comment je me positionne. Je sais que là, il y a la photo de l'arrière-grand-père, la photo du grand-père, la photo du père. Peut-être qu'après, là, il y aura ma photo. Vous voyez, on s'installe dans la galerie de portraits, petit à petit. Et du coup, on donne du sens, non plus par rapport à soi-même uniquement, mais aussi par rapport à soi, dans une dynamique familiale. C'est aussi des trucs qui sont intéressants à travailler en psychothérapie avec les patients. Ça aide énormément. Après, effectivement, le fait d'avoir des activités, le fait de bouger, de voir du monde, on en revient toujours à la même chose, narcissisme et lien social. Hein. Voilà, il faut tenir 1 heure, donc je vous les répète de plusieurs façons, en édulcorant un peu, mais dans l'esprit, voilà, ça pouvait tenir en 5 minutes, mais il n'aurait pas aimé. Donc, je fais durer, je fais des périphrases, j'oublie, voilà, ça permet de s'en sortir. Donc, après, on sait que les facteurs protecteurs aussi, mais ceux-là, on ne peut pas tellement les corriger, ou alors là, c'est une action purement politique. Si vous êtes riche, que vous avez accès aux soins, que vous êtes bien éduqué, ça sera plus facile que si vous êtes pauvre, malade et isolé. Voilà, ça c'est une réalité aussi, statistique, c'est prouvé. On se suicide quand même beaucoup plus si on est dans la merde que si on est dans une situation plus confortable. Le terme de confort revient souvent dans les facteurs protecteurs. Si vous avez une vie confortable, c'est quand même moins embêtant que si elle ne l'est pas. Et puis, voilà, accepter ce vieillissement dans de bonnes conditions, arriver à s'adapter. Le terme d'adaptabilité, le terme d'adaptation est vraiment aussi le mot-clé. Quelqu'un qui a une personnalité psychorigide, qui va être un peu dans l'agisme, qui ne va pas réussir à s'adapter au vieillissement, et quelqu'un qui va le payer quelque part en termes de risque dépressif et donc en termes de risque suicidaire. Une fois qu'on a repéré ce risque suicidaire, après, il y a le côté très pragmatique, il faut enlever les moyens létaux. Alors, des fois, c'est facile, des fois, ça l'est moins. Je me rappellerai toujours de ce patient un vendredi soir, plus personne au CMP m'expliquant qu'il a des idées suicidaires. Je lui demande quel est le scénario. Il m'explique, écoutez, je compte me pendre, c'est une banalité affligeante quand vous êtes en Bretagne Sud. Et je lui dis, vous avez, ça c'est votre scénario, mais vous avez on a un petit délai, vendredi soir. Écoutez, pour vous dire, il y a la corde est déjà accrochée dans la cave, avec une poutre, etc. Bon, j'avais une soirée prévue, ça va pas le faire. On va prendre le temps de régler le problème, etc. La femme est venue, on a discuté longuement. Ils sont rentrés chez eux, ils ont enlevé la corde. Le patient n'a pas été hospitalisé. Voilà, on a pu gérer ça. On l'a revu le lundi matin, bien évidemment. On a fait une ordonnance au passage pour qu'il ne se rappelle plus qu'il avait envie de se suicider. Mais voilà, c'est enlever le moyen létal, supprimer les médicaments de la table de nuit à l'hôpital, la table qui les accumule gentiment. Bon, après, vous ne pouvez pas éloigner la garde du domicile du patient, vous ne pouvez pas enlever la mare, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais voilà, de ne pas favoriser le suicide. Moi, je convulse dans le service, ça fait des années que je leur explique qu'on ne laisse pas les pieds à perf dans les chambres des patients suicidaires. Je le répète en gros 3 fois par semaine en ramenant le pied à perf dans le poste de soins, en essayant de ne pas taper les soignants avec. Mais voilà, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je discutais avec Jolan il n'y a pas très longtemps, avant qu'il parle de la CMME, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils avaient refait leur service spécialisé suicidologie, où vous pouvez vous flinguer à tous les 20 cm dans le service. Voilà. C'est extrêmement difficile d'avoir effectivement un environnement sans moyens létals. Après, ce qui nous sauve, c'est que le fait que ça vous le savez, c'est valable peut-être encore plus chez les personnes âgées, si on a décidé de se pendre, on se pend. On ne va pas choisir une autre modalité. Une fois qu'on a choisi un scénario suicidaire, techniquement, on s'y tient. Il y a une anecdote avec ça qui est je trouve assez significative. Je repense à Brest. Je ne sais pas si vous connaissez Brest. C'est moche. Donc, c'est une ville très agréable à vivre. Je rappelle que les villes agréables à vivre sont les villes moches. Voilà, j'ai vécu un peu au Havre. C'est franchement moche. Du coup, vous êtes obligé de bien vivre parce que si vous picolez pas, c'est insupportable. Brest, c'est un peu pareil. En plus, il fait un temps à la con. Mais Brest, c'est une ville qui est particulièrement mal fichue puisque ça monte, ça descend, donc il y a des ponts partout. Et qui dit pont dit
précipitation, voilà. Et il y a un pont, le pont des suicidés, je ne sais même plus le vrai nom, qui était quand même assez caricatural, juste à la sortie des facs, et ils ont sécurisé le pont. C'est tout à fait adapté, ils ont clôturé, mis des machins, etc. Et un patient racontait, il est sorti de chez lui avec des idées suicidaires, je vais très mal, il était vraiment en bout de course, au bout du couloir, plus de possibilité de faire un autre choix que de se suicider. Il arrive sur le pont, c'était la nuit, hein. Il arrive sur le pont, il se rappelait plus du tout qu'il avait été sécurisé. Il arrive dans une, je peux pas sauter. Et il est rentré chez lui. Des ponts, il y en a 40 à Brest. Voilà, il pouvait aller jusqu'au pont d'après, qui n'était pas très loin. Et il était jeune et sportif, donc c'était possible. Voilà, la personne qui est dans son schéma suicidaire, qui est déjà partie, qui a déjà son scénario, elle ne va pas dire, ah, tiens, ça, je ne peux pas le faire, donc je vais réfléchir à comment je pourrais le faire. Elle est dans un processus qui ne bougera pas. Donc, enlever les moyens létaux, c'est enlever le moyen dont on sait que potentiellement le patient se servira. Après, c'est pas magique, ça ne marche pas à tous les coups. Enlever son flingue à un policier dépressif peut régler le problème. Enlever les médicaments à quelqu'un qui compte se suicider avec ses médicaments peut régler le problème. Après, les patients peuvent ne pas faire comme ils veulent. Je me rappellerai toujours de cette dame qui m'avait dit, de toute façon, je me suiciderai le jour de l'anniversaire de la mort de mon mari. Comme je suis un psychiatre hyper intelligent, je lui ai donné rendez-vous en consultation ce jour-là ou la veille, je ne me rappelle plus très bien, mais du style, là, je vais la choper juste avant pour évaluer, pour voir si effectivement il y a besoin d'élaborer des stratégies plus importantes pour la protéger. Elle s'est suicidée l'avant-veille. Et on ne maîtrise pas. Hein, voilà, on n'est pas tout puissant. J'étais tout content de moi en disant je vais la choper à ce moment-là. Ben non, elle m'a doublé. Voilà. J'en ai voulu longtemps. Bon. Donc, diminuer les moyens létaux. Après, c'est une évidence, mais prendre en charge les dépressions, traiter les dépressions, bien évidemment, ça c'est une évidence. La dépression chez le sujet âgé, c'est grave, on en meurt, c'est long à soigner, c'est dur à soigner, mais ça se soigne, ça se guérit. J'emploie le terme guérison, c'est pas à la mode en psychiatrie. Moi, je considère qu'un patient qui a un problème, qui a une pathologie, si ce problème ou cette pathologie disparaît, il est guéri, peut-être jusqu'à la prochaine fois, mais voilà, il n'y a pas de... Ce côté, on ne fait que stabiliser les malades. On stigmatise quelque part le fait qu'ils continuent à garder un risque majeur d'être mal à nouveau, vachement optimisant dans l'existence d'une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de votre tête. Là. J'ai été mal, donc je le serai forcément toujours. Fatalisme, c'est quand même pas terrible pour aller bien. Après, il y a bien évidemment en termes de suivi des stratégies, 31-14, vigilance, etc. Alors, vigilance, j'avais rencontré l'équipe des Yvelines à l'époque. C'est pas évident le concept vigilance avec des personnes âgées, même si aujourd'hui les SMS, ils savent s'en servir, etc. Mais le risque est tellement important chez une personne âgée avec des idées suicidaires qu'il faut la suivre. À mon avis, et ça c'est un peu notre marque de fabrique, on le paye cher d'ailleurs, si vous faites de la psychiatrie de la personne âgée, si vous voyez des gens dépressifs et suicidaires, il ne faut pas les perdre de vue. Le fonctionnement, alors je le dis avec des guillemets, j'espère qu'aucun de mes collègues de la Salpêtrière ne m'écoute, mais le patient va bien le lundi matin, il sort le lundi après-midi, on est content, on fait une publication, et après ce qui devient, on n'en a rien à cirer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les services qui fonctionnent comme des modèles experts, on fait des beaux diagnostics, on met une belle ordonnance et hop, on balance le patient à son médecin traitant ou à son psychiatre libéral. Alors oui, mais à condition de faire le lien avec le médecin traitant et le psychiatre libéral. Mais on assure le service après-vente. Et on sait que quand on traite une personne âgée pour des idées suicidaires, enfin qu'on l'accompagne pour des idées suicidaires, ou qu'on traite une dépression, la probabilité d'être obligé de revoir la prise en charge, de revoir les traitements à 15 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, est majeure. Un patient sur deux, on change l'ordonnance 15 jours après sa sortie. Parce qu'ils ne font pas comme dans le manuel, parce que ce qu'ils vont tolérer à l'hôpital, ils ne le toléreront pas à l'extérieur, etc. Parce que la reconfrontation à l'environnement habituel va ramener tous les stress antérieurs qui ont été bien protégés en milieu hospitalier. Voilà, tout ça, on le sait. Donc, ne pas suivre le patient, c'est à mon avis une faute. Bon, après, aujourd'hui, il faut avoir des gens pour le faire, mais alors c'est peut-être ma culture sectorielle qui fait que je suis dans cette dynamique-là, mais un patient âgé qui a des troubles mentaux, quels qu'ils soient, ça ne se lâche pas dans la nature. Donc, vigilance, pour moi, pour ça n'a pas de sens. Ça en a si on perd le patient de vue, ou si on sent qu'il ne veut vraiment pas venir nous voir, mais dans l'esprit, on est censé garder le contact, on est censé garder le lien. On sait en plus que les risques de rechute, de récidive sont non négligeables.
quelqu'un qui a commencé à flirter avec des idées de mort ou flirter avec des tentatives de suicide, on sait quand même que le risque est patent, hein, et que donc il faut vraiment mettre en place quelque chose. Je reste persuadé que là, il faut le faire à l'ancienne. On peut utiliser c'est bien d'utiliser les techniques modernes, les technologies, voilà. Les gens âgés, c'est pas forcément ce qui marche le mieux, mais rien ne vaut le suivi du patient, la consultation, voilà. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, et puis parce qu'on est médecin, et que la psychiatrie, c'est une discipline d'accompagnement, c'est une discipline de suivi des gens. C'est pas juste, je donne la vie et je passe à autre chose. Ça va peut-être devenir notre métier. Avec un peu de chance, j'arriverai à me choper la retraite avant. Donc, j'y échapperai. Mais dans l'esprit, pour l'instant, si on peut continuer à être dans cette dynamique de médecin de famille, psy de nos patients, on a la chance d'avoir un métier qui est extrêmement proche de celui des médecins généralistes. C'est-à-dire, on est vraiment les médecins de famille de nos patients, pour la dynamique psychiatrique, évidemment. Quoiqu'aujourd'hui, on en arrive à être les médecins traitants pour de bon. Moi, je suis assez sidéré du nombre de patients dont je suis devenu le médecin traitant, faute de médecins généralistes accessibles. Pour des raisons purement administratives, en général, il faut qu'un papier soit rempli par le médecin traitant, comme il n'y en a pas. Du coup, on se retrouve médecin traitant, puis après, on se retrouve embêté avec des histoires de thyroïde, le renouvellement des statines et tout. Là, ça devient légèrement casse-gueule. Donc, on essaye de retrouver un vrai généraliste, on s'excite. Voilà. On est médecin, on suit nos malades, on les accompagne, il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Et puis, il faut suivre les malades, et puis il faut suivre les familles. Quand je dis suivre, ils ne sont pas malades, mais garder le lien. Voilà. Un quart d'heure avec le patient dans le bureau et un quart d'heure avec le patient plus la famille, c'est quand même plus efficace que l'un ou que l'autre. La souffrance des aidants, bon, alors évidemment, c'est très documenté dans les troubles neurocognitifs, mais dans les troubles affectifs, c'est exactement pareil. Voilà. Voir son conjoint ou son père ou sa mère qui veut se suicider, qui souffre, qui dit « je ne sers à rien », c'est insupportable. Voilà. Voir sa mère apathique, parce qu'effectivement, elle se protège de la dépression comme elle peut, c'est insupportable. Et il faut autant prendre en compte la souffrance de la famille que la souffrance de la personne âgée. C'est une évidence pour nous, mais on est tellement axé sur le fait que ça se fait dans les troubles neurocognitifs qu'on a tendance à oublier que ça se fait aussi dans les pathologies de l'humeur. Et puis, former les médecins, et quand je dis les médecins, c'est pas que les généralistes, les psychiatres adultes. Ce que je dis n'est pas péjoratif, mais un vieux, c'est gériatrique. Il a récupéré un patient d'hospitalisation il n'y a pas longtemps, il sortait d'un autre hôpital psychiatrique pas très loin de chez nous, qui était bien pris en charge, et puis il y a eu un diagnostic de maladie d'Alzheimer de posé. La vie s'est arrêtée. Il est sorti, c'est gériatrique. Le fait qu'il soit dépressif, brutalement, est passé au 3e plan. Voilà. Alors que c'est l'inverse. Nous, c'est un peu le dogme aussi dans le service, il a des troubles cognitifs, on s'en fout. Ça ne se soigne pas. Enfin, ça se soigne pas. Ça s'accompagne, ça se prend en charge, mais ça ne se soigne pas au sens médical du terme. Par contre, tous les troubles affectifs, émotionnels qui accompagnent le trouble cognitif, eux, se soignent. Le grand débat dans le service avec les internes, c'est « Ah, mais est-ce que c'est une DFT ou est-ce que c'est un état hypomane ou une dépression ?» Que ce soit une DFT, on s'en fout. Par contre, si on a un doute sur le fait qu'il y a un trouble thymique, ça se soigne, on va s'exciter dessus. Alors que le réflexe de base du gériatre, du psychiatre adulte, de l'interne moins de 5e semestre, c'est « Ah, il y a un trouble cognitif, donc on se désintéresse de la problématique psychiatrique. » Non, c'est l'inverse. Se désintéresser de la problématique cognitive, on s'y intéressera après. Là, une fois que le patient ira mieux, on ira effectivement évaluer, d'abord voir s'il y a un vrai trouble cognitif, si ce n'est pas plutôt le trouble affectif qui le générait. Voilà, il faut faire les choses dans l'ordre, et puis on n'est pas dans le palliatif. Quelle que soit la pathologie du patient, quels que soient les soucis somatiques, quels que soient les soucis cognitifs, une dépression, ça se soigne, un risque suicidaire, ça s'appréhende et ça se diminue. Voilà, ce n'est pas une fatalité. Moi, je vous rappelle, un des concepts de la suicidologie aussi, c'est le patient qui se suicide est un patient qui n'a plus le choix. Notre boulot, c'est de ramener des alternatives, de ramener une possibilité de choix. Et on sait qu'un patient âgé, très vieux, désespéré, si on arrive à le remettre sur les rails, s'il a le choix entre se suicider et n'importe quoi d'autre, il choisira n'importe quoi d'autre. Je rappelle que le suicide reste quand même pas encore physiologique. Bientôt, ce sera peut-être légal, mais pour l'instant, on est encore dans cette dynamique-là. Et puis, en matière de prévention, ça c'est pareil, c'est une chose que je dis aussi, mais s'occuper des personnes âgées, c'est bien, mais si on s'occupe des jeunes aussi pour éviter que les pathologies s'installent et que quand ils arrivent âgés,
on se retrouve avec effectivement des antécédents lourds, parce que récupérer des patients avec des idées suicidaires, qui ont des dépressions, qui ont déjà 3-4 épisodes dépressifs derrière eux, faut être honnête, c'est quand même compliqué. C'est pas simple. Et donc, plus on prendra en charge la santé mentale des jeunes, plus on permettra effectivement d'aider aussi à éviter à ce que ces pathologies se développent chez les sujets âgés. Voilà. C'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. J'ai à peu près réussi à me rappeler de certaines choses. Le reste, vous m'avez aidé. Je vous en remercie et je vous remercie de votre attention.